Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire que je fais aujourd'hui avec une gestionnaire de carrière qui a eu, elle aussi, un éveil, hein, parce que c'est souvent des gens qui ont vécu un éveil que j'interviewe à Visionnaire, qui a vécu un éveil et qui est toujours dans le monde de la gestion. Elle est présidente de sa propre compagnie Ator Conseil, mais aussi sur plusieurs conseils d'administration. Elle siège comme membre du CA, entre autres de Desjardins. Dorine Bourque, les gens te connaissent peut-être pas beaucoup encore dans le grand public, mais ils vont apprendre à te connaître aujourd'hui. Bienvenue à Visionnaire. Merci beaucoup, France. J'apprécie énormément que tu me donnes l'opportunité de rencontrer tes fans aujourd'hui. Ah, ben écoute, je sais pas si c'est des fans, mais c'est des gens qui suivent et qui sont friands et qui sont eux aussi sur un chemin d'éveil en général. Alors écoute, on va commencer par faire une petite genèse de ta vie parce que, bon, oui, tu sièges sur plusieurs conseils d'administration, tu es une gestionnaire de carrière, mais il y a eu un tipping point à un moment donné, il y a eu un éveil qui s'est passé que tu t'es rendu compte que la gestion, de la façon qu'on le fait, peut-être que ça manque d'humanité, peut-être que ça manque aussi de vision. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé que tu as voulu complètement transformer et ta perspective a changé. D'abord, comment vont nos entreprises selon toi, là, présentement? Je pense qu'au Canada, il y a un défi important au niveau de la productivité, au niveau global des entreprises en général, mais également au niveau de la santé des humains qui œuvrent dans ces entreprises-là. Il y a beaucoup d'enjeux de santé mentale, comme tu peux le penser, également de pénurie de main-d'œuvre qui vient en ligne de compte avec ça. Qui met Et une pression sur les entreprises, là, évidemment, qui- et les gestionnaires. exact, qui met une pression aussi sur la productivité également. Et puis, il y a même ce que tu as sûrement déjà entendu parler, ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire. Alors, les gens qui s'absentent, l'absentéisme, surtout que j'ai entendu parler. Mais le présentéisme, c'est que tu es présent au travail, mais tu es présent un peu juste physiquement. OK. Alors, le niveau de productivité n'est pas nécessairement au rendez-vous à ce Ah, moment-là. alors c'est une notion que je connaissais pas. Élaborons. Alors ça veut dire que quelqu'un se présente au travail parce qu'il a besoin d'une job, il a besoin de la paye, mais il est pas du tout ni investi, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, il fait une job. C'est exactement ça. Et évidemment, ben, l'intérêt n'est pas là, la mobilisation n'est pas là non plus. Fait que ça peut être des gens qui sont de passage. Euh, c'est mieux parfois quand ils passent pour trouver quelque chose qui leur fit mieux. Mais le problème, c'est plus quand ils restent trop longtemps que là, ça nuit, à leur santé et ça nuit aussi à la santé de l'entreprise. Ben, j'imagine. Alors toi, raconte-moi ton histoire, là, parce que tu sais, t'as été formée en gestion, en administration, tu as toujours travaillé dans des rôles de directrice, de gestionnaire dans plusieurs entreprises avant de fonder ton entreprise à Tort Conseil. Et ça a été quoi ton parcours pour arriver à constater qu'il y a quelque chose qui cloche, là? Ça, en fait, moi, à la base, j'ai étudié en technologie. Alors, OK. j'ai parti ma carrière en technologie, mais rapidement, dans les premières années, je suis arrivée à mes premiers postes de gestion. Et les habiletés que j'ai développées, c'était beaucoup pour faire du redressement. Fait que j'étais reconnue pour un département qui allait pas bien, ben on m'envoyait là, j'arrangeais ça, ça durait 1 an et demi, 2 ans, puis après ça, on me reprenait, puis on me switchait ailleurs où ça allait pas bien. Fait que j'ai bâti ma carrière beaucoup comme ça, jusqu'à des niveaux de cadre exécutif dans la grande entreprise, hein. J'ai œuvré beaucoup chez Desjardins, mais aussi chez Bell Canada. Et à un moment donné, pendant ce parcours-là, j'ai eu l'occasion de faire énormément de développement organisationnel. Mais je pouvais quand même voir dans les nouvelles façons d'organiser le travail qu'il y avait des façons de faire qui amélioraient la condition des individus qui travaillaient là, mais qui amélioraient aussi la croissance de l'entreprise, qui est toujours un élément qui est très important aujourd'hui à mes yeux. Ben non, mais t'as Et raison, parce qu'on va quand même faire la nuance qu'une entreprise qui est pas profitable, ben c'est pas bon pour personne, parce que si elle fait pas de profit, elle peut pas payer ses employés, puis finalement en difficulté, ça finit que c'est lose-lose situation, là, tu sais, tout le monde est perdant là-dedans. Exactement. Fait que la croissance et la pérennité, c'est des choses qui sont excessivement importantes pour les entreprises, mais aussi pour les individus qui sont là. Et tu vois, éventuellement, dans ma carrière, j'ai joint une PME,
mais quand même une assez grande entreprise. On était une des 10 plus grandes firmes de développement de logiciels au Canada. Et je suis devenue actionnaire de cette entreprise-là. Alors, j'étais aussi au niveau, je travaillais aussi au niveau exécutif, mais j'ai pu constater au fil des années, et surtout dans les dernières années, lorsqu'on a mis l'entreprise en vente, que parfois, il y a des climats toxiques qui se génèrent dans des environnements de travail et quels sont les impacts de ces climats toxiques-là. Et là, en faisant un peu une analyse de tous les emplois où j'ai occupé, je me suis rendu compte que oui, ça arrive encore plus souvent qu'on le pense. Puis même toi, France, c'est possible que dans ta vie, tu aies connu ça, des environnements de travail toxiques. Non, mais non. Écoute, sincèrement, peut-être, c'est peut-être aussi parce que j'ai une bonne nature que je me laissais pas atteindre tellement par ça, c'est-à-dire que je faisais mon affaire, puis quand j'ai travaillé, mais j'ai très peu travaillé, moi, pour d'autres. Ça fait tellement longtemps que je suis à mon compte que je pourrais, tu sais, je me souviens quand j'étais journaliste, là, je travaillais pour TVA, puis ça se passait bien parce que j'aimais ce que je faisais, mais sinon, j'ai pas beaucoup Mm-hmm. travaillé pour d'autres. Il y a eu un contrat que j'ai eu, oui, effectivement, là, que c'était pas fort, là. Bref, ce climat de travail-là a un énorme impact sur la santé des gens, comme tu peux le penser. Oui, c'est Et vrai. moi, ça a été mon élément déclencheur. Quand on a vendu finalement cette entreprise-là où j'étais actionnaire, mais j'ai fait le choix de partir ma propre firme conseil et je m'investis aujourd'hui avec des entrepreneurs pour contribuer à développer à créer de la valeur avec eux. Et en parallèle, je me suis dit, avec l'expérience que j'ai, je pense que je peux vraiment faire une différence pour améliorer la situation dans les entreprises où ce climat toxique-là est présent et faire en sorte qu'on va ainsi favoriser que des individus aient des meilleures conditions de travail, mais aussi soient plus mobilisés, donc favorise également la croissance de l'entreprise et la productivité, hein, parce que je fais toujours un pont entre ces éléments-là. Alors, je me suis mis à étudier différentes formes d'organisation qui existent, en passant par les Frédéric Laloux avec Reinventing Organization, en passant par la conscience, le capitalisme conscient que j'ai étudié plus avec de la littérature du côté de Harvard. Oui. Et j'ai également j'ai approfondi vraiment beaucoup l'évolution que l'être humain est en train de connaître. Et ça, c'est un travail que tu as fait sur toi en parallèle, parce que nous autres, on se connaît en dehors de ton travail, parce qu'on on suit des enseignements ensemble et bon, tu as eu une espèce d'éveil aussi au niveau de ta conscience, là, puis tout ça, ça joue, c'est des vases communicants, là. Tu as tout à fait raison, parce que si, excuse-moi, je pense pas que si j'avais pas moi-même évolué en termes je vais dire, de spiritualité, de conscience, de m'ouvrir à la pleine conscience, à la méditation et à tout le pouvoir de l'être humain, mais je ne serais pas aujourd'hui en position de proposer un nouveau modèle. Exactement. C'est le fait que oui, moi, je suis passée par ces années-là, puis je ne suis pas arrivée comme je veux dire, certaines personnes vont vivre des échecs fondamentaux dans leur vie pour arriver à avoir un clash, pour passer à autre chose. C'est pas ça Ton chemin à toi. mon chemin à moi. Il s'est fait plus par, je te dirais, oui, essai-erreur, mais en même temps, réaliser que le monde qui m'entoure, ça ne fit plus. Je me reconnais plus, moi, là-dedans. Puis quand j'analyse les grands systèmes aujourd'hui, qu'ils soient économiques, financiers, santé, éducation, je constate que ces systèmes-là ont atteint un niveau de saturation. Puis je ne suis pas la seule à constater ça, là. Non, mais c'est tellement intéressant, puis merci de le nommer comme ça. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent présentement se disent: «Ah, enfin, là, tu sais, des gestionnaires qui pensent comme ça». Non seulement on a atteint un niveau de saturation, mais on est sur le bord de l'implosion dans certains secteurs également. Là, on a juste à regarder notre système de santé, notre système d'éducation. C'est pas simple, là. Exact. C'est la même chose dans les entreprises. Et ça a un impact fondamental, hein, cette situation-là, ou ce point de bascule-là,
et on ne sait pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air nécessairement de l'autre côté, mais on sait qu'on est rendu à un point où est-ce que l'évolution de ces grands systèmes-là n'est plus possible. Alors, si ça n'est plus possible, bien, il faut qu'on crée d'autres choses. Ah oui, absolument. Hein, la ligne à Einstein qui dit essaye pas de changer le monde, crée-en un meilleur en parallèle, puis l'autre qui est désuet, obsolète, va imploser et se détruire de lui-même. Tu sais. Mais c'est dans cette inspiration-là que je me suis investie depuis plusieurs années à faire des recherches sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à partir de maintenant, à partir de ce constat-là, constat que j'ai eu l'occasion de vivre. Tu sais, faut se le dire, si l'humain évolue souvent parce qu'en voyant des modèles qui existent en avant. Aujourd'hui, moi, quand je regarde en avant, je vois certaines entreprises qui ont le vent dans les voiles, qui ont une belle approche, un bon niveau de conscience, mais elles sont encore trop peu nombreuses. Et je peux même te nommer, comment ça s'appelle? Nomme-moi-en une couple là, qui sont des modèles à suivre, là, que ça fasse des petits. Ben, en fait, je vais te nommer les modèles que j'ai étudiés aujourd'hui à référence globale, mondiale, sont plus aux États-Unis. Ouais. On peut parler de Patagonia. Pour vrai, hein? Oui. Dès le début de sa fondation, Patagonia, le fondateur a souhaité créer quelque chose qui allait être sain pour l'environnement. Lui, son mantra, c'est vraiment le climat, la planète et pendant tous ces éléments, même les vêtements Patagonia, et j'en ai en quantité importante, sont faits pour être bons pour l'environnement. Toute la notion autour de ça est cohérente. Donc, les employés, oui? C'est aussi extrêmement dispendieux et c'est là où est-ce qu'il y a un clash probablement avec la culture populaire du fast fashion qu'on appelle, que tu peux tout acheter pour pas cher puis jeter aussi. Et on n'a pas encore compris à quel point c'est important de peut-être payer un petit peu plus cher pour un vêtement qui va durer plus longtemps puis qui va être de meilleure qualité parce que le fast fashion existe autour. Exact. Et puis, je te dis, là, moi, j'ai des vêtements Patagonia, ils doivent avoir 15 ans. Là. C'est ça dure, fait que ça vaut ce prix-là, mais les gens sont pas prêts à le débourser parce qu'il y a une mentalité de « Ah non, je vais payer moins cher », puis même si ça se détruit dans sa sécheuse au deuxième lavage, là, tu sais. Et ce qui est intéressant de Patagonia, là, oui, les vêtements ont un prix quand même assez exonéreux, mais un, c'est parce qu'ils sont faits de bonnes fibres. Deux, c'est que les employés sont payés à un salaire adéquat, idéal, notamment. Et trois, les profits sont investis dans le climat. Fait que c'est pas en fait, lui, il s'appelle Yvon. Yvon était toujours, jusqu'à vendre l'entreprise, seul actionnaire. Ses enfants travaillent là, mais ses enfants ne souhaitaient pas reprendre l'entreprise parce qu'ils disaient, nous, on ne veut pas être ceux qui ont les gros, les portefeuilles remplis, puis on ne veut pas avoir beaucoup de cash, on ne veut pas avoir à gérer ça. On veut continuer à gérer l'entreprise, mais on ne veut pas en devenir actionnaire. Alors, Yvon, face à ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transféré l'entreprise à un fonds qui continue d'en assurer la gestion et qui, bien sûr, reverse une grande partie des profits au climat. C'est fantastique. Alors ça, c'en est un modèle. Puis effectivement, je pense qu'on a à changer notre culture de consommation pour en arriver peut-être à trouver, à payer un petit peu plus cher pour des vêtements, mais qui durent plus longtemps. Puis à accepter que notre garde-robe va peut-être être un peu moins garnie. Puis que ça devienne ça, la mode. Que la mode, ce soit d'en avoir moins, mais de meilleure qualité, tu sais. Exact. Un autre exemple que je peux te donner, beaucoup de gens le connaissent aussi, c'est une chaîne d'épicerie aux États-Unis qui s'appelle Whole Foods Market. Ben oui, je les connais. En fait, il y en a un, entre autres, à Sedona, en Arizona, où j'ai amené un groupe au mois de juin. C'est très bien comme endroit, vraiment. Et tu sais qu'eux, là, ils sont partis, France, dans les années 85 à peu près, où est-ce que la saine alimentation, ça n'existait pas bien, bien. C'était beaucoup encore steak, blé d'Inde, patate. Là. Et encore plus aux États-Unis. Et quand ils sont partis, eux, avec ça, mais c'était un magasin, évidemment. Je me rappelle, c'était en Californie, oui. Le premier était en Californie. Et ils ont progressivement gagné en clientèle parce que
ils ont sensibilisé les gens à la saine alimentation. Donc, ils ont fait de la formation. Ils sont investis avec leurs clients. Ils sont investis avec leurs employés. Leurs employés ont aussi appris qu'est-ce que c'était la saine alimentation, puis les bénéfices que ça apportait et tout. Mais ils étaient encore tout petits, puis à un moment donné, il y a eu une inondation en Californie. Puis je t'explique ça pour... Tu vas comprendre le fil. Le magasin a été complètement inondé d'eau. Tous les inventaires, il n'y avait plus rien. C'est arrivé comme du jour au lendemain, comme ça. Il y avait 400 000 d'inventaire et tous les produits devaient être liquidés et tout, devaient être complètement achetés. Et là, il était certain qu'il fermait, il faisait faillite, puis qu'il perdait tout. Alors, les gens, les clients et les employés ont dit, on ne peut pas perdre ça. C'est trop important dans notre vie. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont monopolisés, cotisés pour rétablir le bâtiment, remettre de l'argent pour qu'ils puissent ajouter de l'inventaire dans la boutique. Les fournisseurs s'en ont mêlé. Les fournisseurs ont dit, nous aussi, on veut que tu continues d'exister. Fait que tout le monde a mis la main à la pâte pour que Whole Foods Market puisse continuer d'exister. Puis tu vois aujourd'hui ce que c'est devenu, je ne pourrais pas te dire le nombre de succursales qu'ils ont aux États-Unis au complet, là, mais c'est vraiment énorme. Peu de gens qui ne connaissent pas ça. Mais là, je vais faire une pub pour mon épicier à moi, là. C'est un peu le concept du Avril. Et moi, j'habite pas loin de Avril, puis c'est devenu, je te dirais que c'est devenu assez important pour moi de dire, faut que j'habite pas loin d'un Avril dans la vie. Parce que c'est ce modèle-là aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que, tu sais, quand on parle de l'écosystème d'une entreprise, on parle de bien prendre soin des employés, des clients, des fournisseurs qui sont des partenaires, de te créer des partenaires et d'avoir des actionnaires, que tout le monde emboîte le pas dans la mission de l'entreprise. Exactement. Wow! C'est un très beau modèle. Alors, qu'est-ce que Dorine Bourque, parce que maintenant, avec ton rayonnement à toi, le fait que tu sièges sur plusieurs conseils d'administration, que tu as une certaine influence dans le monde des affaires, comment est-ce que tu peux amener l'idée? Et je sais, entre autres, on pourrait peut-être aller voir, alors ta firme conseil qui s'appelle Ator Conseil a un modèle qui s'appelle Cristal. Alors, je pourrais peut-être, pendant que tu m'expliques c'est quoi ton modèle, comment tu vas pouvoir l'implanter, là, je vais aller le chercher. Mm-hmm. En fait, c'est avec le constat que j'ai fait, puis les études et les recherches et la continuité d'évolution de la conscience que je poursuis aussi, je me suis dit, il faut que j'arrive dans le monde des affaires à créer un modèle qui va permettre l'évolution, qui va permettre à ce que tous les individus qui collaborent à une organisation ou à une entreprise puissent bénéficier de ça et qui puissent eux-mêmes s'y déployer. Et là, je vais donner le premier modèle qui m'est venu en tête quand j'ai commencé à créer ça. Le parallèle que j'ai fait, c'est avec la forêt amazonienne. Tu vas me dire, tu es allé chercher ça loin en temps. En fait, c'est la symbiose mutualiste. Ça veut dire quoi? Comment j'explique la symbiose mutualiste? Moi, quand je suis allée en Amazonie, il y a déjà quelques années de ça, j'ai découvert à quel point des espèces différentes vivent ensemble en harmonie et que chacune permet à l'autre de se déployer. OK, c'est un système qu'on appelle organique, finalement. C'est organique. Ça permet à l'autre de vivre également et de thrive en bon français. Il n'y a pas de mot pour ça, mais en tout cas, de fleurir. Prospérer. Prospérer, mais oui, mais thrive, il y a quelque chose qui se traduit mal. Oui, c'est comme le higher purpose. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a plein de mots anglais qui se traduisent mal, mais qui veulent très bien dire ce qu'on veut dire. On comprend que c'est prospérer puis fleurir, en tout cas, être capable de mutuellement nourrir l'autre. Exact. Fait que c'est à travers l'analyse du symbiose mutualiste. Mais, puis pour donner l'exemple à des gens qui se questionnent c'est quoi, si je prends l'exemple d'un arbre dans la forêt amazonienne, bien, l'arbre va être habité par des insectes, par d'autres sortes de plantes aussi. Et chacun se déploie dans cet écosystème-là que l'arbre leur fournit et qu'ils aident l'arbre à se déployer et à se défendre.
Et en contrepartie, l'arbre aide ces espèces-là à se déployer et à vivre, à C'est ça, devenir à florissants exister. dans leur vie. Fait que je me suis dit, ça, c'est un modèle qui existe dans la nature, parce que j'aime beaucoup faire des parallèles avec des choses qui existent, surtout dans la nature. Et comment je Même dans peux l'entreprise. amener ça dans le monde des affaires? Fait que je me suis dit, aujourd'hui, il y a une dichotomie. Moi, je sens une dichotomie qui commence à émerger dans le monde des affaires. Les entreprises sont dans un angle, un axe très axé profit. Alors oui, puis c'est un modèle d'actionnaire en général, puis on veut des profits pour les actionnaires au détriment de tout le reste, finalement. C'est ça. Puis ceci dit, je ne suis pas contre les entreprises à profit. Là. Je ne suis pas en train de transformer tout ça en OBNL, tu vas comprendre. Alors que l'analyse que je fais des êtres humains, c'est qu'ils sont en train de tendre vers ce qui fait sens pour eux, vers des valeurs qui leur sont propres, vers un meilleur équilibre de vie. Puis là, je vais parler d'équilibre travail, famille, vie personnelle. Fait que le phénomène que je vois, c'est que si les individus, les humains tendent vers là et que les entreprises gardent cet axe-là, bien un jour, il n'y a plus personne qui va vouloir travailler ici. Et ça commence. Ça commence. Ça commence. Les jeunes, là, si tu les traites Oui. pas bien, là, ils restent pas. Là. C'est comme ciao, boss, là, je m'en vais ailleurs là, si je suis pas bien traité puis si j'ai pas des conditions qui ont de l'allure. Et tu sais, France, j'ai vu un sondage fait par une grande entreprise auprès de quelques dizaines de milliers de personnes. Et 9 personnes sur 10, le résultat m'a tellement étonné, 9 personnes sur 10 accepteraient de perdre une partie de leur salaire pour avoir un travail qui fait plus de sens pour eux. Quel beau sondage. Donc, la quête de sens est devenue la priorité au-dessus de tout le reste. Je comprends qu'on veut avoir une bonne job, puis on veut que ce soit payant, puis on veut des bonnes conditions, mais c'est fini l'ère où est-ce qu'on rentre au gouvernement, par exemple, puis que c'est une carrière de 40 ans, puis que même si on n'aime pas ça, on s'en va pas parce qu'on a un fonds de pension. Exact. C'est ce que tu es en train de me dire? C'est vraiment fini. Puis j'en veux pas à ceux qui font ça. J'en veux pas à ceux qui font ça parce que ça répond à quelque chose dans leur vie. Puis c'est correct pour eux. Ça a été correct à une certaine époque, mais nos jeunes ne veulent plus ça. C'est ça le constat. Ça. Et tellement que, tu sais, depuis l'évolution industrielle, les entreprises qui ont prospéré, c'est celles qui avaient accès à beaucoup de capitaux. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Oui. On va t'entendre. Les grands monopoles, les grands lobbies, donc le pétrole, l'alimentation. Et même aujourd'hui, dans nos PME, si les entreprises ont accès avec leur institution financière ou des private equity ou toutes des institutions à des capitaux, ben ça facilite l'achat d'équipements, ça facilite des salaires plus élevés, ça facilite tout ça. Mais avec l'évolution que je t'explique qui est en train de se passer, les gens ne vont plus aller nécessairement vers ça. Donc, si on n'arrive pas à faire en sorte que des entreprises commencent à suivre le modèle ou à tendre vers là où les individus tendent, s'ils veulent continuer d'avoir des gens qui vont collaborer dans leur entreprise pour générer de la croissance, bien, il faut qu'on crée un modèle. Et c'est là que je suis partie avec l'idée de dire, moi, dans ma vie, je suis une forme de, je vais dire, visionnaire, orienteur. Je veux créer un modèle, une approche qui va faire en sorte que les gens vont y trouver leur compte au même titre. On va le voir ici. Ça s'appelle le modèle cristal. Puis là, ben tiens, je vais descendre un peu. Là. Alors, explique-moi, c'est quoi ton modèle cristal? En fait, le modèle cristal, je vais t'expliquer deux éléments à la base. Un, j'ai choisi d'appeler ça organisation cristal. Pourquoi le mot organisation? C'est que pour moi, organisation est une définition beaucoup plus large que entreprise. Et tout le monde est en contact avec une organisation. Tout à fait. Donc, soit on y travaille, soit on achète des produits, soit on est fournisseur, soit on est en contact avec un gouvernement qui est une organisation ou une institution. L'ONU, nos universités sont des organisations. Fait que moi, quand j'utilise ce mot-là, c'est vraiment au sens large. Maintenant, organisation cristal. Pourquoi j'ai choisi le mot cristal pour définir
définir cette approche-là, ce nouveau modèle-là, c'est que pour moi aussi, le cristal est un élément qui existe dans la nature et sa principale particularité, c'est d'amplifier l'énergie. Entre autres, effectivement, ça code aussi, tu peux aussi aller encoder de la mémoire là-dedans, mais c'est aussi la fréquence de l'ère vers laquelle on évolue. On évolue vers une ère de cristal. Les nouveaux enfants, puis ça, j'en parle depuis longtemps, les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète ont cette fréquence-là en général et c'est complètement différent de ce que nous, on a vécu dans les années 60, 70, même 80. Alors, c'est fantastique parce qu'effectivement, si tu es capable d'amener ça dans les entreprises, là on est en train de changer le monde. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Et, tu sais, en fait, le cristal, pour moi, quand je fais le parallèle avec l'entreprise et l'amplification de l'énergie qui rentre et qui est amplifiée et qui en ressort, bien, le centre de ça, c'est les gens qui y collaborent. Ben absolument. C'est tellement la force de vitale. C'est les gens qui travaillent. C'est ça. Mais les gens aussi qui consomment, les gens qui sont des partenaires, qui viennent amener de l'eau au moulin là-dedans, parce qu'une entreprise, c'est un écosystème, ça n'existe jamais en soi. Fait que moi, le concept derrière ça, c'est vraiment de dire l'organisation cristal ben, favorise l'expression créatrice des individus qui y collaborent. Et est-ce que ça va ressembler, entre autres, au nouveau modèle utilisé dans certaines entreprises, notamment en Beauce, là, tu sais, qui ont parti, ils l'ont peut-être pas inventé, mais ils ont parti un modèle qu'on dit où est-ce que les structures sont aplanies. Alors, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais il y a plus de président, vice-président, directeur, puis employé, puis comme s'il, il y a plus de hiérarchie. Ils aplanissent les structures pour que tout le monde soit impliqué dans, justement, l'évolution puis la prospérité de l'entreprise. Effectivement, tu touches un très, très bon point. Pour moi, je ne crois pas non plus aux structures hiérarchiques et Dieu sait que j'en ai connu. Puis j'ai connu autant le bas que le haut. Alors, je suis comme bien placée pour manœuvrer dans tout ça. Parce que pour moi, la structure hiérarchique a une trop grande tendance à faire du top-down. Oui, à écraser l'individu. C'est ça. Fait que quand tu fais du top-down, tu te prives de tellement de créativité, de potentiel, de tout ce que ces individus-là t'apportent. Ouais. Alors, il faut qu'on arrive à créer une structure qui permet des échanges comme ça. Et cette structure-là, pour moi, le parallèle, c'est les cellules. C'est les cellules du corps humain. Fait que ton corps, chacune de tes cellules, elle sait quoi faire. Tu n'as pas besoin de dire quoi faire. Non, puis elle collabore avec tout le reste parce que si ton foie décide de plus fonctionner, ça se peut que le reste du corps aille pas bien. Même chose pour le cœur, même chose pour tous les organes vitaux. Alors, on s'entend qu'il faut qu'il y ait une collaboration puis une symbiose dans l'intention puis dans la direction. Tout à fait. Et on parlera tantôt, si tu veux, là, du sens de l'organisation. On va en parler tout de suite parce qu'on a une demi-heure puis ça finit dans 2-3 minutes. Fait que parle-moi. Oh mon Dieu, OK. C'est bon. Alors, pour moi, la mission-vision, c'est quelque chose qui fait partie de l'entreprise traditionnelle. J'arrive avec tantôt on a parlé de higher purpose, le mandat supérieur d'une entreprise, si je peux le traduire de même en français, mais pour vraiment créer un alignement et créer un engouement. Tu sais, moi, je vais joindre comme individu une entreprise où le sens de l'entreprise fait sens pour moi. Et c'est là que je vais pouvoir m'y déployer puis être réellement en symbiose. Ben, écoute, j'espère que tu vas réussir avec ça. Et comment, juste en terminant, là, comment tu tentes, puis comment tu commences à déployer ça, là, par des rencontres, comment ça marche? En fait, là, je suis à l'étape où je donne des conférences, je peux faire des ateliers en privé ou en public pour faire connaître le modèle, sensibiliser les hauts dirigeants et les dirigeants d'entreprise, parce que c'est vraiment eux la cible, c'est de là qu'il faut que ça commence. Et par après, ben, j'identifie une ou deux entreprises sur lesquelles je vais commencer à piloter le modèle. Bon, ben, le faire grandir au fur et à mesure. C'est donc bien intéressant, Dorine. Écoute, je ne peux que te souhaiter tout le succès, non seulement que tu mérites, mais qu'on mérite.
Puis quand, tu sais, moi, je vois l'évolution de notre planète depuis que j'ai commencé à comprendre tout ça, là, puis à l'enseigner, là, comme c'est une révolution qui part de la base. Alors, c'est l'être humain qui se transforme, puis les institutions ou les organisations, comme tu les appelles, jusqu'au top de la pyramide, qui finalement va être notre bon gouvernement en dernier, là, ben, ça monte dans les institutions, ça monte dans les organisations et ça commence à apparaître d'abord dans les PME, d'abord dans les petites entreprises pour monter dans les plus moyennes, puis dans les grandes, puis éventuellement dans toute notre fonction publique pour arriver à un modèle qui va être de plus en plus humain et axé sur l'être humain puis ses forces. Exact. Fait que le mouvement cristal, on va le voir évoluer et s'étendre de plus en plus. Ben écoute, c'est extraordinaire. Je te souhaite beaucoup de succès. Puis on veut avoir en fait les résultats éventuellement. On veut des nouvelles. Fait que tu me tiendras au courant. Puis à un moment donné, on pourra parler de peut-être quelque chose de plus pointu qui est en train de s'installer ici avec le temps. Parce que là, les gens écoutent, les gens vont peut-être partager. Alors, je prends un petit message ici de Martine qui dit: J'adore vos explications. Fini les étiquettes. Ben, c'est ce qu'on espère, Martine. Merci de ton commentaire. Puis il y a Nancy qui dit bon succès. J'aimerais tellement collaborer à ce mouvement cristal. Ben écoute, Nancy, on va vous mettre en lien. Tu m'écriras. Alors, avec joie. On espère que ça va faire des petits, Dorine, puis on va supporter ce mouvement-là. Super. Merci beaucoup, France. Ben, merci à toi, merci à tout le monde. N'hésitez pas à partager. Évidemment, c'est gratuit, Visionnaire. Ça se retrouve sur toutes les plateformes après la diffusion en direct. Vous allez le retrouver également sur YouTube, sur toutes les plateformes audio. Alors, merci de partager en grand nombre à vos amis entrepreneurs, à vos amis qui travaillent dans les milieux d'entreprise parce qu'il faut que ça se passe comme message. Merci tout le monde. On se retrouve bientôt pour une autre émission, un autre épisode de Visionnaire. Merci tout le monde.